Nous passons au second sujet. On va au Ghana où le président a décidé de la levée de certaines restrictions, les restrictions de déplacement imposées aux Ghanéens par les autorités dans le but de ralentir la propagation du coronavirus ont été assouplies par le président de la République, Nana Akufo-Addo, donc a levé les restrictions sur les mouvements dans certaines parties du pays qui étaient sous verrouillage partiel et a exhorté les citoyens à porter des masques faciaux. Cependant, il s'agit donc de la seule restriction levée par le président, car les autres qui consistent entre autres au passage frontalier fermé, à l'interdiction de rassemblements sociaux et la fermeture des écoles resteront en vigueur. Concrètement, David, ce qui se passe actuellement à Accra, qui est la capitale du Ghana et l'une des villes les plus touchées par la pandémie. Il faut rappeler que le Ghana compte 1024 cas pour 7 décès, c'est très faible les décès. C'est que tous les magasins ont rouvert, les Ghanéens peuvent sortir, enfin les habitants d'Accra peuvent sortir, ils doivent respecter la distance sociale. Vous pensez qu'il est déjà temps de lever ces restrictions à l'heure actuelle ? La restriction elle a été levée partiellement et ça se fait étape par étape. C'est un peu comme dans les autres pays. En France, à partir du 11 mai, je pense qu'il y aura un déconfinement avec la reprise des activités partiellement, étape par étape. Alors cette décision a été prise par le chef de l'État parce qu'en face, il y a aussi la crise économique qui a commencé par sévir. Donc les investisseurs, tous ceux qui sont dans le secteur économique, etc., financiers, ont commencé par sentir le poids de cette décision, de ces restrictions qui ont été imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie-là. Alors aujourd'hui, il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a des avancées. Les décisions prises concernant le confinement de la ville d'Accra ont donné des résultats assez intéressants et la courbe elle est en train de s'affaiblir de jour en jour. Ça veut dire que le message qui était derrière cette décision a été mis en application par la population et les résultats sont là. Donc la décision de déconfiner partiellement la ville d'Accra est la bienvenue parce qu'il y a un souffle de soulagement à tous ceux qui sont touchés par cette crise sanitaire, surtout ceux qui sont dans le secteur de l'économie et des finances. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Accra, durant les 3 semaines les 3 semaines de cette décision, Accra est devenue une ville morte. Aucune activité, aucun transport, rien, tout est bloqué. Et quand vous connaissez un peu la vie dans la ville d'Accra, le secteur économique, le secteur financier, le secteur commercial, tout ce qui touche à ces différentes activités, vous comprendrez que cette ville a été confinée et derrière ce confinement, il y a des conséquences beaucoup plus grandes qui risqueraient de créer d'autres problèmes par la suite. Et donc la décision a été réfléchie mûrement et le président a proposé de déconfiner partiellement, étape par étape. Mais derrière cette décision, il y a le maintien des mesures barrières qu'il faut appliquer. Donc le port de masque facial a été imposé à tout le monde et on devrait faire la même chose dans les autres pays. Même au Togo, on devrait imposer le port de masques faciaux à tout le monde parce que c'est une pratique en tout cas qui participe à diminuer et affaiblir la propagation du virus. Le respect de la distanciation sociale et toutes les autres mesures barrières qui ont été proposées. Si toutes ces mesures sont mises au respect, sont respectées ou sont mises en application, vous verrez que ce virus ne baissera en tout cas en termes de contamination, en termes de propagation. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui est à saluer et à soutenir. Et je pense que les Ghanéens ont compris aussi la nécessité de rester pendant quelques semaines confinés sans aucune activité. Aujourd'hui, c'est la reprise des activités, mais ça se fera étape par étape et bientôt vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. On peut à Accra et on peut comme dans les autres villes et pays de la sous-région. Donc le Ghana c'est 1042 cas et non 1024 comme je le disais pour 9 décès, donc moins d'1% de décès. Accra, on connaît, c'est une ville très bouillonnante d'activités.
est-ce qu'il est facile de contrôler le respect, par exemple, des mesures de distanciation sociale dans une ville comme Accra? Non, mais c'est là où la force publique va intervenir. Et je crois que si cette décision a été prise, c'est qu'ils ont également les moyens d'obliger ou bien de sensibiliser, d'aller même dans la pédagogie avant d'aller dans la répression. Parce que toujours est-il qu'il y aura des récalcitrants ou bien des gens qui auront mal compris les mesures barrières. Mais Accra, nous tous nous connaissons Accra. Donc la capitale ghanéenne est assez vaste. Donc c'est bouillonnante d'activités et puis d'hommes également. Il va falloir qu'au niveau des forces de sécurité, qu'on renforce les mesures de dissuasion pour demander aux populations de ne pas oublier les gestes barrières et surtout le port de masques faciaux. Donc, c'est une autre paire de manches qui va commencer pour le gouvernement ghanéen parce qu'il faut maintenant, après que ces personnes soient sorties du confinement total, il faut passer à une sorte de rééducation de vie sociale et les mesures édictées doivent être communiquées largement. On doit dans un premier temps faire dans la pédagogie, mais la pédagogie doit être suivie en même temps de l'action. Donc c'est dire que la pédagogie ne serait pas on vous l'a dit, mais demain ne faites plus ça, on vous sensibilise et on demande en même temps que vous puissiez, disons, remédier à la mauvaise habitude ou bien à la mauvaise attitude. Donc c'est ce qui attend aujourd'hui le gouvernement ghanéen. Et il faut également nuancer pour dire que si le Ghana est arrivé à prendre cette décision, c'est vrai, au niveau de l'économie, cela a été touché par ces longues semaines, disons, d'inactivité génératrice de revenus. Et lorsque vous êtes un dirigeant, vous devez être visionnaire, vous devez être prévoyant. Lorsque vous voyez que les indices clignotent déjà, donc c'est que vous devez penser à un plan B. Le plan B, c'est de sursoir à ce confinement général, permettre la reprise des activités, mais tout en inculquant aux populations les bonnes manières pour éviter de ne pas contracter ce virus. Alors, je le rappelais, on est à 1042 cas aujourd'hui. Les mesures de confinement, disons le Dakar, de Koumassi, ont été prises à un moment où on était autour de 200 cas. C'est pas aujourd'hui où on est à 1042 cas qu'on va déconfiner. Oui, mais derrière ce constat qui a été fait, il y a la sensibilisation aussi qui est passée. Vous savez, au début, la sensibilisation, personne ne s'intéressait à cette crise. Certains n'y croyaient même pas et donc c'était facile de propager le virus de quelqu'un à l'autre. Mais après, une prise de conscience collective, le gouvernement a proposé des mesures barrières qui ont été mises en application par l'ensemble de la population. Et le nombre qui est venu s'ajouter, c'est sûrement ceux qui ont développé les symptômes et qui aujourd'hui ont fait que le nombre est parti croissant. Et le constat aussi a permis au gouvernement ghanéen de comprendre que seul le respect et l'application des mesures mesures barrières peuvent aider à barrer la route à la propagation de ce virus. Ça s'est fait en Chine, ça s'est fait dans d'autres pays, en France, etc. On a vu comment les résultats étaient positifs à la suite du respect de la mise en application de ces mesures barrières. Et donc aujourd'hui, chez nous, au Togo aussi, on a ce constat. Au Ghana, c'est le même constat. Mais derrière, il y a la reprise des activités. Le président américain, lui, n'était même pas d'accord pour confiner l'ensemble de la population américaine. Il dit derrière, il faut aller travailler. Et il faut aussi penser travailler pour permettre au pays d'être sur pied et de pouvoir faire face aux défis de l'heure actuelle. Et Credo le disait tout à l'heure, après la crise sanitaire, il faut penser à la reprise des activités. Et ça, personne n'y pense pour le moment. On ne sait pas comment ça va être fait. Est-ce qu'on va travailler plus de temps que d'habitude? Est-ce qu'on va investir plus que d'habitude? Il faudrait que les experts commencent déjà par poser les bases de cette réflexion-là. Et donc, au-delà de la crise sanitaire, il faut travailler et
pour ceux qui connaissent Accra, étant une grosse ville commerçante en Afrique de l'Ouest, bloquer la ville pendant encore des semaines risquerait de porter un coup fatal à l'économie du Ghana. Ça rejoint ce qu'avait dit dès le départ le président Talon quand la question lui a été posée sur le confinement de Cotonou. Il a dit mais le Bénin n'a pas les moyens pour se payer le luxe d'un confinement. Quand on voit aujourd'hui le Ghana qui a fait un confinement 3 semaines et qui revient derrière parce que l'impact économique est énorme, on aurait pu se passer du confinement dès le départ. Non, ce n'est pas évident. Si c'est le confinement qui pourrait permettre de circonscrire, disons, la crise, donc il fallait y aller. Donc aujourd'hui, on ne va pas jeter de l'anathème ou bien dire que le gouvernement ghanéen a mal agi. J'écoutais hier un expert français qui disait que le confinement la mesure de confinement n'a pas été prise en Europe pour limiter la propagation. Donc que c'était pour éviter, l'engorgement des hôpitaux. Que ce n'est pas vraiment pour stopper la propagation parce que ça n'a pas un effet direct sur la propagation puisqu'après, les gens, s'ils ont déjà le mal, ils le passent dans leur famille, mais c'est pour éviter le débordement dans les hôpitaux. Mais on a l'impression que les pays africains, certains ont copié cela sans tenir compte de leur réalité. Non, je dirais que ces propos de ceux Français sont discutables parce que une chose, c'est vrai, lorsque quelqu'un a déjà le virus, s'il reste en confinement, avec son entourage immédiat est exposé. Mais toujours est-il que lorsque cette personne sort et va faire ses activités, donc ça démultiplie même les personnes à risque. Donc là, c'est là où je dis que les propos de ce Français, de cet expert sont discutables parce que ça ne saurait résoudre ou bien justifier le fait que le confinement ou bien l'objet même du confinement en France. Mais aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas qu'on culpabilise ou bien je ne suis pas dans cette posture. Si le président ghanéen, avec les acteurs clés du milieu de santé, ont pensé à ce confinement général, ça a poursuivi un but assez spécial. Maintenant qu'ils ont vu qu'ils peuvent lâcher un peu du lest, donc ils vont le faire, mais avec des mesures aussi. C'est vrai que de l'autre côté du Bénin, le président Patrice Talon a dit rapidement, avec une certaine franchise, un courage pour dire que le Bénin n'a pas les moyens du confinement parce que l'économie béninoise se renouvelle au jour le jour. Donc les gens font des activités, ce sont des activités quotidiennes qui génèrent des revenus pour les familles. Donc lui ne se voit pas dans cette posture. C'est la même réalité pour les autres pays africains. C'est la même réalité pour les autres pays africains. Mais M. Talon, le président béninois Patrice Talon, a eu ce courage-là de dire les choses telles qu'elles sont. Mais cela ne voudrait pas dire que le président ghanéen aurait mal agi. Et là, l'ampleur même de la contamination à ce virus n'est pas la même du Ghana ou du Bénin. Donc voilà, moi je crois que le président ghanéen a eu à prendre une décision qu'il a assumée jusqu'au bout. Et vous verrez même que sur 1242 cas... 1042 cas, donc nous avons le nombre de décès. Donc c'est que les patients qui ont contracté ce virus ont été bien pris en charge. Donc ça aussi, c'est un côté assez positif du confinement général. À titre de comparaison, il faut le dire, hein, le Ghana, je le dis, moins d'1% de décès. Le Togo, par exemple, a l'un des taux de décès les plus élevés. Oui, donc nous sommes aujourd'hui à 6 décès. Sur 84 cas confirmés. Oui, à 6 décès sur 84. Pratiquement donc 8%. Oui, pratiquement 8%. Donc c'est là où il faudrait que chacun à son niveau accentue la sensibilisation. Qu'on ne dise pas. En fait, l'État n'est pas une personne physique. L'État, c'est vous, c'est moi. Donc si on nous dit de respecter les gestes barrières, nous ne respectons pas les gestes barrières. On amène des considérations alambiquées politiquement là-dessus. Donc c'est que nous exposons et puis nous exposons nos concitoyens. Donc il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de sensibilisation. Et ce n'est pas seulement pour parler du mal au Togo, donc on ne va pas seulement considérer l'aspect décès, mais il faut voir également sur les 84 personnes, combien ont été déjà guéris. Plus de 60%. Oui, plus de 60% ont été déjà guéris. 53 guéris. C'est 53, donc ça va plus de 60%. Donc c'est que la prise en charge
que nos médecins font, donc elle est acceptable et la prise en charge est aujourd'hui efficace. Donc c'est là où il faut tirer chapeau à nos médecins également. Et là où, si je parle des médecins, donc je parle en premier lieu du professeur Majesté Ouateba, qui fait du bon boulot et qui dit les choses telles qu'elles sont. Donc il ne choque pas, mais il essaie de sensibiliser. Et il a reconnu aussi dans toutes les actions l'implication du chef de l'État et ce que le chef de l'État fait. Donc si aujourd'hui, lui... Le chef de l'État qu'on ne voit jamais en masque, c'est bizarre aussi. Oui, le chef de l'État, mais du moment où l'entourage, mais nous-mêmes ne sommes pas, nous avons respecté la distanciation. Mais lorsque tu es en face d'une personne, la personne a le masque et autres là, donc lorsque la distanciation aussi est respectée. C'est vrai que nous voyons Jerry Tama tout le temps en masque, mais nous le voyons aussi dans des pullulements, dans des actions de masse et autres là. Donc il faut lui tirer chapeau aussi parce que comme il y a une vacance parlementaire qui ne dit pas son nom, donc il s'est trouvé un job, c'est de fabriquer les masques et c'est d'aller dans la sensibilisation de ses concitoyens. Et ça, c'est également une chose, disons une chose assez positive. Donc si chacun à son niveau pouvait faire sa part, comme le disait Monseigneur Nicodème Bariga, fais ta part. Donc je crois que nous allons collégialement ensemble, sortir de cette crise, de cette pandémie à Covid-19. Alors le Ghana qui lève les restrictions, finalement c'est, j'allais dire, la réalité économique qui rattrape ces capitales qui ont un peu auto-confiné leurs concitoyens. On peut oui. Il faut pas aussi banaliser le côté important de cette décision de confinement. Vous savez, ailleurs le confinement a sauvé. À Wuhan, si cette ville n'avait pas été confinée totalement durant 3 mois, on ne saurait pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc, le confinement a quand même aussi apporté des solutions face à cette crise sanitaire-là. Mais derrière, il y a la crise économique qui menace. Pour le cas du Bénin, tu posais la question tout à l'heure, le Bénin sortait d'une morosité économique assez avancée avec la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Oui. Donc si Talon dit qu'il n'a pas les moyens, il faut le comprendre, il faut le respecter. Et donc du côté du Ghana, si le président et l'ensemble de son gouvernement décident de la levée partielle des mesures de confinement, ça veut dire que ça a commencé par sentir mal. Et donc il faut faire quelque chose. Et donc la décision a été prise de déconfiner un peu. Et cette décision de déconfinement a été accompagnée de respect, de mise en application des mesures barrières. Donc beaucoup d'États n'avaient peut-être pas pensé à ces conséquences économiques au départ en prenant cette décision. Aujourd'hui, la France s'est mise à crier parce que ça ne va pas. Les autres pays, l'Italie aujourd'hui demande de l'aide, du soutien international. Ça veut dire que ça ne va pas. Et donc en face, il y a une autre crise qui arrive et je pense que des décisions viendraient pour apporter plus de solutions aux décisions de confinement qui ont été imposées par certains pays. Et je voudrais aussi revenir rapidement sur le cas du Togo avec le taux de mortalité. C'est vrai que les médecins font un travail super. Ils sont à encourager et à soutenir, mais derrière, il faudrait comprendre aussi que ces médecins ont besoin de plus de soutien que ce qu'ils ont aujourd'hui. Certains font beaucoup de sacrifices, mais derrière, on ne les soutient pas. On ne sait pas ce qui se passe, par exemple, dans la prise en charge de leurs primes. Je pense qu'il faut que le chef de l'État encourage beaucoup plus ces médecins, leur donne sa garantie et l'entièreté de sa volonté de les aider, de les soutenir pour qu'ils puissent s'investir véritablement. On a 53 personnes qui sont guéries, c'est bien. C'est bien. Si on arrive quand même à guérir de ce coronavirus aujourd'hui et qu'on a ce chiffre-là, c'est bien. Mais derrière, il faut des actions beaucoup plus concrètes. Il faut que ces médecins sentent véritablement que le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement sont derrière. Il faut que le chef de l'État aille les visiter. On a vu Macron sortir de son palais. Il est allé voir les médecins. Il faut qu'il aille les voir, qu'il aille échanger avec eux, qu'il manifeste sa présence et sa disponibilité pour tous les besoins qu'ils pourront manifester. C'est bien aussi. Finalement, c'est cette réalité économique, elle va être de longue durée dans nos pays, j'allais dire les conséquences dramatiques sur le plan économique du coronavirus.
Oui, ce sont des effets que nous aurons sur une longue durée. Donc, une économie qui a été bouleversée pendant un mois déjà. Donc, pour rattraper, donc, ce n'est pas une question de semaine. Donc, ce n'est pas une question de jours. Donc, c'est que ça doit prendre beaucoup de temps et ça doit également redoubler les efforts de ceux qui s'investissent dans les activités économiques. C'est vrai, donc, les importations auront également un autre coût, un coût plus élevé, mais il va falloir également qu'on accompagne l'économie, qu'on accompagne les activités de ces entrepreneurs, de ces personnes, de ces commerçants. Donc il faut les accompagner. S'il faut aller jusqu'à leur donner plus de crédits, mobiliser des crédits pour ces personnes, donc il faut le faire. C'est pour le bien, pour que l'économie puisse redémarrer. Maintenant, une autre chose également, donc si nous parlons de l'économie, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on ait que cela dégénère sur la cherté de la vie. Donc ça a une conséquence sur la cherté de la vie. Mais il va falloir également que, au niveau de l'État, comme nous sommes dans le sujet Ghana ou Bénin, donc il va falloir qu'on puisse dire clairement à ces commerçants de ne pas aller dans la surenchère. Donc il faut qu'ils soient également raisonnables. C'est une manière venant d'eux également pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. On va passer rapidement au prochain sujet pour avoir beaucoup plus de temps, comme vous l'avez souhaité, sur le sujet du Togo. On va dire un mot sur le Bénin, où le gouvernement justement a décidé de faire mes bases sur la chloroquine. La chloroquine, on le sait dès le départ, le professeur français Didier Raoult avait parlé de cette chloroquine comme étant efficace dans la lutte contre le coronavirus. Eh bien, le Bénin va étendre l'usage de la chloroquine. La plaquette de chloroquine au Bénin est désormais subventionnée à 500 francs. La pilule est à 50 francs, 500 francs et sera accessible aux populations sur présentation d'une ordonnance médicale. On le voit, c'est comme si le Bénin prend un peu le pas sur le monde, parce que quand vous écoutez un peu les scientifiques, on dit oui, la chloroquine, mais il faut encore beaucoup de tests pour prouver son efficacité. Mais le Bénin lui dit, c'est notre remède. Oui, non, je crois que le Bénin a fait un choix. Et le Bénin a fait un choix et le Bénin s'est donné les moyens aussi. Parce que je crois que pratiquement la plupart des États africains ont épousé, disons cette thèse du professeur marseillais Didier Raoult. Donc, ils se sont donné les moyens aujourd'hui de faire, a priori, le traitement à la chloroquine de patients souffrant de Covid-19. Mais nous avons vu que du moment où le professeur Didier Raoult a parlé de la chloroquine, donc cela a eu un taux, disons, exponentiel. Et je puis confirmer sur ce plateau que les gens ont même commencé par faire des bénéfices sur la commercialisation de chloroquine. D'abord, nous avons assisté à une pénurie et, disons, un petit carton de chloroquine. Moi, j'ai vu des personnes qui l'ont acheté à 20 000 francs CFA. Au Togo, à Lomé. Donc, si aujourd'hui la plaquette revient à 500 francs, c'est déjà bon. Et bien, parce que la même plaquette en Côte d'Ivoire, ça valait 200 francs dans le temps. Et là, mais ça restait même comme ça sur les étagères des pharmaciens, parce que nous avons eu, les Africains ont eu, disons, cette culture de la chloroquine. C'est l'un des médicaments qu'on connaît le mieux. Oui, qu'on connaît le mieux. Et puis que tout le monde prenait rapidement. Il y a même quelqu'un qui ironisait la dernière fois pour dire qu'en fait, que les Africains, pas les Togolais, les Africains ont tellement consommé la chloroquine qu'aujourd'hui, ils développent des résistances même vis-à-vis du Covid-19, si ce n'est que les gens de l'extérieur sont venus nous contaminer. Mais il faut saluer, disons, ce courage et cette action du président béninois, Patrice Talon, de démystifier même le coût de la chloroquine. Donc si les autres chefs d'État aussi peuvent le suivre, donc je crois que en démystifiant cela, donc ça va permettre également à ce que les grandes industries pharmaceutiques qui ont voulu commercialiser le Covid-19 et son traitement vont se rendre à l'évidence que en fait qu'ils n'ont pas que cette fois-ci ça n'a pas marché pour elles, parce que on ne peut pas nous dire qu'on va aller sur le terrain de la recherche d'un vaccin et à côté on sait qu'avec une plaquette de 500 francs bien de
200 francs, on peut avoir soulagement. Ce que disent en tout cas les autorités béninoises, le ministre de la Santé, c'est que la chloroquine a montré son efficacité sur d'autres formes de coronavirus. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de coronavirus et la chloroquine a été très efficace. Je l'écoutais même en venant tout à l'heure pour cette émission, qu'il ne voit pas pourquoi ça ne serait pas efficace sur ce type de coronavirus qu'on a actuellement. Oui, bien évidemment. Vous savez, le choix de la proportion de la chloroquine pour ce virus a été très mûrement réfléchi. Et beaucoup de laboratoires internationaux se sont opposés à la thèse du professeur Didier Raoult parce que le produit qu'il propose pour soulager du coronavirus est un produit qui est sur tous les étalages, qui est très moins cher, très abordable, etc. Mais en face, on vous fait comprendre que pour lutter contre ce virus, il faut des millions et des millions d'euros, des millions et des millions de dollars à investir dans cette lutte-là. Donc, comment un simple produit qui était utilisé pour combattre un petit paludisme ou alors une petite fièvre peut être aussi utilisé pour combattre ce virus qui fait trembler le monde entier, oubliant que le Covid-19 n'a pas encore fait autant de dégâts que les autres pandémies. Il y a 100 ans, 200 ans, des pandémies entières ont dévasté des populations. On a la grippe espagnole, par exemple, en 1919, a fait 22 millions de morts. Voilà. Et au final, on a trouvé quand même un médicament pour lutter contre cette pandémie-là. Et donc, la question de la chloroquine avait fait rentrer sur le terrain des questions d'intérêt entre les laboratoires, entre les grands décideurs, entre les différents gouvernements, et chacun veut tirer le drap vers soi parce que en face il y a beaucoup d'intérêt à sortir cela. Alors sur le cas du Bénin, avant le Bénin même, je crois que le Sénégal avait proposé l'utilisation de cette chloroquine là, et certains pays en Afrique ont fait les mêmes propositions. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'organisme africain est différent de celui des autres races. Nous avons un organisme assez particulier qui arrive à contenir la chaleur du soleil. Il fait 35, 40, 50 degrés dans certaines régions de l'Afrique. Le blanc qui a une peau blanche ne peut pas faire face à cela. Un moment, le temps d'aller à la grande pause, et nous allons revenir dans une dizaine de minutes, continuer ce même sujet.